Bonjour Diane. Bonjour Monsieur Poutin-Lassac. Bonjour Vincent. Vous n'êtes pas trop frigorifié aujourd'hui? Non, ça va. Hein? C'est vrai qu'il fait bien frais. Ah oui, ça pique. Hein. Alors, commençons par nos questions d'actualité. Quelle est votre analyse des dernières élections régionales? La montée du FN est-elle stratégique pour les socialistes? Bon, alors je vais répondre à la première partie de votre question. Ce que j'en pense, c'est que ces élections ont été très intéressantes par la progression du Front National. Et par contre, et alors ce qu'il faut remarquer, c'est le fait que Valls n'a pas hésité à faire harakiri aux députés socialistes, de façon à empêcher coûte que coûte qu'un des candidats du Front National soit élu. Donc c'est tout de même très intéressant et c'est révélateur une fois de plus de ce que l'on appelle le Front républicain, qui en fait n'est qu'une entente au travers des loges. Je l'ai expliqué dans le dernier éditorial de la politique. La République gouverne mal mais se défend bien. Et ça date déjà depuis non seulement des décennies, mais on pourrait dire depuis des siècles, depuis la Révolution dite française. Donc ça c'est un élément à la fois intéressant et à la fois préoccupant, parce que ça montre que la République ne fonctionne qu'au travers des loges. L'unité et l'action de la République se fait par les loges. Quant à votre dernière question, j'avoue qu'elle me surprend un petit peu, parce qu'en aucun cas, du fait de ce que je viens de dire d'ailleurs, ces élections ne pouvaient, la progression du Front National ne peut servir aux socialistes. Pour eux, c'est une calamité. Parce qu'en fait, le Front National mord sur les troupes de gauche. L'électorat du Front National est un électorat populaire, très souvent venant du Parti communiste, d'ailleurs, de classe moyenne. Et je faisais dernièrement avec un de nos amis la comparaison sur cet électorat. Ça me fait penser en type d'électorat, à l'électorat qu'avait Jacques Doriot, qui était le fondateur du Parti populaire français, qui venait justement du Parti communiste et qui était d'une espèce de fascisme à la française. Voilà pour répondre à votre première question. Et donc, d'après les résultats, peut-on conclure que le Front républicain fonctionne toujours? Ah, la preuve, ces dernières élections, ça a été la preuve absolue. Regardez le cas de Xavier Bertrand. Quel est le commun dénominateur entre Xavier Bertrand, Sarkozy, Cazeneuve et compagnie? Ils sont tous au Grand Orient de France. Donc vous voyez quelle est l'unité. Donc que ce soit un Xavier Bertrand qui soit élu ou un socialiste, ben c'est exactement la même chose, puisqu'en fait c'est un membre du Grand Orient de France qui a été élu. Un maçon. Et je rappelais justement dans l'éditorial de la politique du mois de janvier ce mot de l'ancien grand maître du Grand Orient de France, Fred Zeller. C'était à l'époque où il remerciait De Gaulle d'avoir réintroduit la maçonnerie en France, et en disant, je connais la phrase par cœur, en disant « j'ai rendu la République à la France, je ne vois pas pourquoi je ne lui rendrai pas la maçonnerie avec ». Et alors Zeller discutait de ça, et un peu plus tard, ce même Zeller, répondant à la question d'un journaliste d'Europe Parlement, qui est une revue pour les parlementaires, insistait bien sur le fait que les lois qui étaient présentées à l'Assemblée nationale étaient préalablement étudiées en loge. Et le journaliste lui posait la question, mais en fait, les parlementaires francs-maçons appartiennent à quel parti? Et Zeller, j'insiste bien, grand maître du Grand Orient de France à l'époque de Gaulle, répondant, ils appartiennent à tous les partis. Donc vous voyez, l'unité de l'action de la République se fait au travers de la maçonnerie. Que ce soit Grand Orient, Grande Loge, c'est, je dirais, selon une formule très populaire, c'est kiff-kiff bourricot. Exactement la même chose. Hollande va inscrire la déchéance de nationalité dans la Constitution. Que pensez-vous de cette mesure et du désaccord qu'elle suscite chez les socialistes? C'est du bruit pour rien. Comme dirait Shakespeare, much fuss about nothing, beaucoup de bruit pour rien. C'est pour occuper les Français, pour leur donner l'impression que le gouvernement fait quelque chose. Je vous dirais froidement que la meilleure des chances de la nationalité, ce serait la peine de mort. Ça règle le problème. Et ça refroidirait
au propre et au figuré un certain nombre de candidats. Deuxièmement, on n'a même pas besoin de changer la Constitution. On décide que quelqu'un n'est plus français, point à la ligne, et on le met à la porte. Non, tout ça c'est un écran de fumée pour masquer non seulement leur nullité et leur incapacité à régler les problèmes, mais vous savez très bien que je vais beaucoup plus loin. Pour moi, ce n'est même pas de la nullité et de l'incapacité de leur part, c'est une volonté de créer l'anarchie et le chaos. Et ne pensez-vous pas que justement le Parti Socialiste risque de perdre des électeurs avec cette mesure? Je dirais à la limite, c'est le cadet de mes soucis. Tant mieux. Mais c'est le cas de ceux qui perdent des électeurs. Bon, ils le perdront sur l'extrême gauche, côté de l'extrême gauche. Bon, pour nous, ça ne change pas grand-chose. Mais c'est un cafouillage innommable. Ou apparent cafouillage innommable. Je dis, c'est un rideau de fumée, ça. Eh bien, pourriez-vous maintenant revenir plus spécifiquement sur la victoire de ce que les médias appellent le nationaliste corse? J'ai eu l'occasion d'en parler dernièrement dans Rivarol. C'était dans mon entretien fait avec Jérôme Bourbon. Et je me suis attiré les foudres relatives d'un monsieur qui est corse, visiblement d'origine, me reprochant ce que j'avais dit des nationalistes corses. Et je faisais remarquer que, bon, d'abord, c'était des séparatistes, et qu'en tant que nationalistes, c'était plutôt des gauchistes, mondialistes. Donc, si on se réfère au sens précis de ce qu'est le nationalisme, ça ne colle pas du tout. Donc, je lui ai répondu gentiment dans le dernier numéro de Rivarol. Je ne sais pas s'il va réagir ou pas, mais il faut faire attention. Alors, le grand succès, et je dois dire que mon père et moi avons été parmi probablement les principaux artisans du relèvement du mot nationaliste, que plus personne n'utilisait il y a encore une dizaine d'années. Je me rappelle encore de l'époque où Jean-Marie Le Pen, par peur d'utilisation du mot nationaliste, avait créé un nouveau mot qui s'appelait le nationisme. Alors vous imaginez la consonance du terme. Ça avait été tout de même un éclat de rire général et il avait rengainé sa trouvaille. Voilà. La veille de Noël, des Corses se sont révoltés contre la racaille qui avait agressé des pompiers. Mélenchon a même parlé de pogrom. Que pensez-vous de cet événement et de la situation politique de la Corse? C'est une réaction populaire instinctive, oui, émotionnelle. Je n'aurais pas réagi comme ça, ou je n'aurais pas fait réagir comme ça, car la descente qui a eu lieu dans le quartier, la majorité maghrébine d'Ajaccio, n'était probablement pour rien dans l'événement, parce qu'évidemment les véritables responsables sont mis à couvert. Donc c'est toujours la même chose, c'est pour ça que j'ai toujours été contre ce qu'on appelait à l'époque de l'Algérie française les ratonnades. C'est primaire comme réaction. Alors, c'est primaire, mais on peut dire que c'est une réaction saine. Ça veut dire que des gens n'acceptent pas l'élément étranger qui vient mettre le désordre chez eux. Donc, ça, en soi, c'est bon. Mais comme je l'ai dit aussi, je crois que c'était dans mon entretien encore dans Rivarol, c'est pas au malheureux délit de faciès que l'on a en face de soi qu'il faut s'en prendre, c'est aux responsables qui nous ont amené cette immigration massive, d'où sortent ces crapules. Donc c'est ça qu'il faut bien voir. Donc c'est un problème beaucoup plus profond. Il faut aller toujours à la source du problème. La source du problème, c'est cette politique d'immigration qui a été lancée. Ça a commencé avec Giscard d'Estaing et Chirac, avec le regroupement familial. Ça s'est poursuivi sous Chirac président, ça s'est poursuivi alors encore beaucoup plus sous Sarkozy président, qui a ouvert carrément les vannes à l'immigration, et bien entendu ça se poursuit avec les socialistes. Or, pourquoi? Parce qu'ils se rendent compte que progressivement les Français finissent par comprendre et se détournent d'eux. Donc ils cherchent un nouvel électorat, ça c'est un des éléments, mais c'est pas le seul. C'est que cette volonté de submersion des nations européennes, et dont la France, par l'immigration,
correspond à la volonté de destruction de tout sentiment national par l'immigration et l'invasion. Donc c'est un programme mondialiste. Et qu'ils soient libéraux comme Sarkozy, Chirac et compagnie, ou socialo-marxistes comme les Valls et Hollande et compagnie, c'est exactement la même chose parce que les donneurs d'ordre, derrière, sont les mêmes. Comment expliquez-vous le peu d'engouement des Parisiens pour les commémorations des attentats de janvier 2015 ? Pouvez-vous aussi évoquer la tentative d'attentat survenue dans un commissariat du 18e arrondissement de Paris le 7 janvier 2016 ? Alors, pour la première question, eh bien, c'est justement très intéressant parce que ça démontre que l'esprit du 7 janvier, l'esprit Charlie Hebdo, a disparu. Que les Français, ou tout au moins une grande majorité de Français, commencent à se rendre compte qu'ils ont été manipulés et qu'ils apprécient ça très modérément. D'ailleurs, je voudrais signaler une chose, je ne sais pas si vous alliez poser ça comme une question, mais c'est le cas, elle leur a déjà été répondu. Je ne sais pas si vous avez fait attention, c'est un de nos abonnés et autres fidèles qui nous suivent, qui m'a signalé la chose, et je suis allé voir sur Internet. C'est une journaliste de BFM TV, tout à fait. Il était interrompu. Qui a été interrompue par les meneurs de l'émission, brusquement sous prétexte de mauvaise qualité de transmission. Ce qui est absolument faux, parce que le fragment que l'on voit est absolument clair. Et qu'est-ce qu'elle était en train de dire ? Elle était justement en train de dire qu'il y avait très peu de monde parce que les gens commençaient à comprendre qu'on se fichait d'eux, tout simplement. Et on voit à quel point les médias sont surveillés et réagissent au quart de tour, que tout de suite, dès que les meneurs du jeu ont compris qu'elle allait sortir quelque chose de dangereux, crac. C'est parfaitement révélateur de la façon dont la presse est tenue et surveillée à la seconde. À la seconde. Madame Hidalgo, à propos du peu de monde qu'il y avait ce jour-là, a dit que les Parisiens n'étaient pas très matinaux. C'était son explication. Oui, un peu court. Un peu court. Là, ils sont très embarrassés parce qu'ils se rendent compte que leur mouvement Charlie. Leur mouvement Charlie, leur façon de présenter vicieuse, leur false flag, sous fausse bannière, les gens y croient de moins en moins. Et il est évident que tout ce que j'ai pu dire depuis des années déjà, et notamment avec mon livre Le complot mondialiste, le nombre de gens qui ont lu ou qui en ont entendu parler de tout ce que je dénonce de ces manipulations sous fausse bannière, faux étendard, les gens commencent à comprendre qu'on se fout d'eux et qu'on fabrique des attentats spécifiquement pour les faire réagir dans un certain sens. Très bien. Et concernant la tentative d'attentat dans le 18e arrondissement ? Curieux. J'ai vu un témoignage sur Internet. Certes, c'était apparemment un musulman, mais apparemment il y a eu d'autres témoignages, je ne sais pas si c'était aussi des musulmans, qui disaient mais cet homme n'était pas armé et il levait les bras au moment où on lui a tiré dessus. Alors je n'en sais rien, mais quand on connaît ceux qui fabriquent tous ces trucs-là, on nous raconte ce qu'on veut bien nous raconter. Donc, consigne première, se méfier de prime abord de toute information. Alors, les autorités antiterroristes redoutent un 11 septembre européen. Faut-il s'attendre au pire pour 2016 ? Mais ce qu'ils cherchent, c'est qu'on s'attende au pire, parce qu'ils vont avoir besoin du pire pour essayer de se maintenir au pouvoir. Tout est là. Tout est là. Et là, je ne sais pas, ils ont ouvert la boîte de Pandore, mais ils ne se rendent pas compte qu'à terme, ça va leur retomber sur la figure. Parce que je vous dis, quand on voit les réactions, l'histoire de la journaliste de BFM TV, la réaction de Anne Hidalgo devant le peu de monde à la Bastille, etc., les Français commencent à se rendre compte qu'on s'est fichu d'eux. Voilà. Alors à partir du moment où un peuple commence à ne plus croire ses gouvernants,
ça devient dangereux pour le pouvoir. Alors, Bernard Cazeneuve a-t-il raison de se féliciter de la diminution du nombre de voitures brûlées lors de la Saint-Sylvestre et de l'augmentation du nombre d'interpellations? Et quant au silence d'Emmanuel Valls et de François Hollande sur les 2 incendies criminels d'églises en Seine-et-Marne, ne démontre-t-il pas l'hypocrisie de l'exécutif qui avait pris des mesures pour protéger les églises à Noël? Bon, alors, là encore, 2 questions. Premièrement, se féliciter. D'abord, les chiffres, vous les avez comptés? Le nombre de voitures brûlées, vous les avez comptés? On nous dit, c'est en diminution de quoi? 10%, je ne sais pas combien. Ah bon? Intéressant. Ah oui, mais moi je ne vous crois plus. Je ne vous crois plus. Je ne vais pas vous croire sur parole. Vous nous avez tellement menti, on ne va pas vous croire à nouveau. Et tout ce qu'on constate, c'est qu'il y a toujours des voitures incendiées et que... Interpellation, oui, d'accord, mais relâcher combien de temps après? Toujours la même chose. On les relâche parce qu'on a peur d'une explosion dans les banlieues. Ah bon? Et l'armée, ça sert à quoi? À garder les synagogues seulement? Et à propos justement des incendies criminels, en fait, les églises en Seine-et-Marne. Ah oui, Les églises, là encore, c'est pour rassurer les catholiques et leur montrer qu'il n'y a pas que les synagogues qui sont préservées. Je regrette que c'est pas très efficace comme surveillance, puisque tout de même il y a eu au moins 2 incendies, sans compter ceux dont on ne nous parle pas. Alors, Hollande veut mettre en place un parcours citoyen pour la jeunesse. Est-ce le signe d'un échec de l'éducation républicaine? Oui, peut-être surprenant ça. Alors, est-ce que c'est un échec de l'enseignement républicain, ou bien est-ce qu'ils estiment qu'ils n'en ont pas encore fait pour formater la jeunesse? Remettre une couche. Voilà, exactement, remettre une couche. Je n'en sais rien, je ne peux pas répondre directement à la question. Je constate simplement que tout va dans le même sens. Il faut formater, formater, formater. Alors, jusqu'à quel point c'est encore efficace, je n'en sais rien. L'absence de vœux officiels de l'Élysée pour Noël est-elle surprenante? Bon, même s'il a noté qu'il y a eu tout de même un communiqué l'après-midi du 25 décembre. Bon, alors, le fait qu'il n'y ait pas eu de communiqué immédiatement le jour de Noël, ça me semble assez démonstratif. S'ils l'ont fait un jour, quasiment et demi plus tard, c'est que certains ont dû dire, écoutez, ça l'affiche mal, il faudrait peut-être faire un geste, parce que sinon ça devient trop visible. Donc, ces espèces de haineux de la loge, etc., ont tout de même été obligés de faire une simagrée, tout simplement. Comment expliquer que les intellectuels juifs continuent à soutenir l'immigration massive alors que 8000 juifs ont fui la France pour Israël en 2015, comme le déplore d'ailleurs Manuel Valls, qui a même annoncé « Sans les juifs de France, la France ne serait pas la France ». Très révélateur. Oui. Bon, alors, votre question est intéressante parce qu'elle amène justement une réflexion que je fais très souvent. Vous savez très bien que dans l'histoire de la Shoah et de l'Holocauste, je plaide la thèse qu'en fait ce sont les grands juifs qui ont voulu le drame, puisque les grands juifs d'Angleterre et des États-Unis ont refusé ce que Hitler voulait faire, c'est-à-dire leur renvoyer les juifs dont il ne voulait plus chez lui, dont les Allemands notamment ne voulaient plus chez eux. Donc je plaide la thèse que les grands juifs ont périodiquement besoin des drames qu'ils provoquent par leur politique, de façon à ce qu'il y ait un certain nombre de juifs qui en soient victimes, de façon à pouvoir se présenter en victime globalement. Mais ça sert à qui? Ça sert à un nombre restreint d'une certaine élite juive qui gouverne le monde et qui avance pas par pas, d'étape en étape, vers ce que l'on appelle la gouvernance mondiale messianique, comme j'ajoute. Donc voilà. Donc il ne faut pas être surpris que certains mondes de juifs continuent à plaider pour l'immigration, même si cette immigration est potentiellement criminogène et va se retourner contre les petits juifs, parce que les grands juifs, eux, sont à l'abri.
Dans les médias, les attaques antisémites et les profanations d'églises sont mises en parallèle et semblent désigner le même ennemi, l'islam. Ne serait-il pas une volonté, est-ce que ce serait une volonté de rapprocher justement les juifs et les chrétiens contre l'islam? Ah, bien entendu, ça c'était exactement le but recherché, c'est de essayer de faire peur aux catholiques en leur disant, vous voyez, nous avons un ennemi commun, tatati, tatater, il faut s'allier contre l'islam. Ce qu'ils veulent, c'est la guerre des mondes, la guerre des civilisations, hein, ce que Huntington a expliqué. Alors, justement, pour répondre à cette politique, je voudrais faire remarquer que l'islam n'est pas il n'y a pas un islam. Il y a notamment deux grandes branches, qui est la branche sunnite et la branche chiite. Or, la branche terroriste, c'est la branche sunnite. Et la branche chiite, elle, qu'est-ce qu'elle fait? Que ce soit en Iran, que ce soit en Irak, notamment du temps de Saddam Hussein, en Syrie, ils protègent les communautés chrétiennes et les autres communautés. Donc, nous avons comme alliés, nous pouvons avoir comme alliés, si on n'est pas trop bête et pas trop tenu, l'islam chiite, mais nous devons faire la guerre à l'islam sunnite. Voilà pour répondre, je crois, à votre question. Donc, cette politique d'essayer de faire l'amalgame entre les agressions contre les églises catholiques et les synagogues, entre parenthèses, les églises catholiques sont beaucoup plus visées, curieusement, que les synagogues, que je sache. Hein. Alors, il ne faut pas nous raconter des histoires. Que pensez-vous de l'agression d'un professeur d'une école juive de Marseille par un jeune kurde au nom de Daesh et d'Allah? Ben là aussi, c'est bizarre. Moi, j'ai vu le documentaire. Il n'avait pas franchement l'air d'avoir été blessé, ce professeur juif. Je ne voudrais pas remonter jusqu'à l'affaire de la rue des Rosiers et le mot de Raymond Barre disant oui, ce sont des Français qui ont été victimes. L'air de dire c'était pas des Juifs. Ça lui est retombé sur la figure. D'ailleurs, sa carrière politique, je crois, a été écoulée à partir de là. Donc là, et ça, tiens, ça me rappelle encore l'affaire Mera. Rappelez-vous, l'affaire Mera, un des volets de l'affaire Mera, l'attentat contre l'école juive de Toulouse. Il y a eu 5 victimes, je ne sais plus quoi, à combien, mais le problème c'est qu'on n'a jamais vu les cadavres. Ils sont tout de suite partis, nous a-t-on dit, en Israël pour être enterrés. Alors, quelle est la part de vérité dans ces soi-disant agressions ou pas? Je n'en sais rien, mais en tout cas je vois très bien à qui ça sert. Je vous remets. Que répondez-vous aux responsables de Charlie Hebdo, dont la nouvelle une accuse la religion d'être responsable du terrorisme? Je dirais qu'ils n'ont pas tout à fait tort, ça rentre en partie dans ce que j'ai répondu tout à l'heure, à propos notamment du monde sunnite. Alors on peut dire réellement que, à ce point de vue-là, la religion, en tout cas la religion vue par les sunnites, est une religion criminogène. Donc, pour une fois, je serais d'accord avec Charlie Hebdo. Et alors, je ne sais pas si vous avez vu la couverture du dernier numéro, le numéro anniversaire, avec cette espèce de patriarche barbu, coiffé d'un espèce de triangle avec un œil au milieu. Et j'avoue que je n'ai pas encore compris. Je n'ai pas encore compris. C'est un symbole maçonnique. Je dois être un petit peu limité. Je n'ai pas compris. Je ne vois pas très bien quel est le message qu'ils ont voulu délivrer, parce que apparemment, c'est un symbole maçonnique. Alors qu'est-ce qu'ils ont voulu faire comprendre avec ça? C'est tout de même très curieux. Mais alors, comme ce sont des anarchistes, on ne sait jamais dans quel sens ça va partir. Peut-être que... Je ne sais pas jusqu'où ça va aller. Mais je me demande si certains des rescapés de Charlie Hebdo ne commencent pas à se rendre compte que l'attentat contre Charlie Hebdo, ça a été un monstrueux mensonge. Monstrueuse construction pour toujours la politique de créer la panique parmi la population de façon à lui faire accepter des lois qui restreignent ses libertés.
Mais regardez comment tout ça, Charlie Hebdo et compagnie, ça a servi à quoi? Et notamment à Manuel Valls, à imposer sa loi sur le renseignement. Eh bien, ça a très bien fonctionné, effectivement, parce que le 13 novembre, ils n'ont rien vu venir. Alors, est-ce qu'ils n'ont rien vu venir ou est-ce qu'ils ont laissé venir? Je voudrais bien qu'on me réponde à ça. Parce que qui profite le crime? Donc dans les médias, suite à l'agression de Marseille, le consistoire israélite de Marseille incite ses coreligionnaires à retirer leur kippa en public, alors que le grand rabbin et le CRIF ne veulent rien céder et imposent de continuer à porter la kippa. Que pensez-vous de cette nouvelle vague d'insécurité qui touche les juifs, et surtout cette polémique sur la kippa? Bon, alors, vague d'insécurité, il ne faut pas exagérer quand même. Je répète ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai vu le documentaire sur ce professeur juif agressé à la machette. Quand on a une machette en main, en général, ça fait davantage de dégâts. Je pense, quand même. Et donc j'ai l'impression tout de même que là encore c'est un enfumage, alors que les hautes autorités veuillent imposer la kippa. Côté juif, je les comprends. On ne doit jamais mettre ses symboles dans la poche. Mais là encore, ça revient à l'histoire des grands juifs et des petits juifs dont je parlais tout à l'heure. Parce que les grandes instances juives, c'est pas eux qui sont vulnérables. C'est le petit juif qui traverse la rue, etc. Pour cela. Donc, toujours la même chose, Je voudrais que, s'il y a des juifs qui m'entendent, ils comprennent un petit peu comment ils sont utilisés par les grands juifs. Vous voyez, je ne suis pas tout à fait antisémite. Pouvez-vous évoquer les vœux de Noël de Nicolas Sarkozy? Bonne question. Alors là encore, c'est un de nos correspondants qui me les a signalés et qui m'a envoyé le lien, j'ai regardé ça. Je vais être très trivial. Je dis, plus faux cul que ça, tu meurs. Ce personnage a lu un texte qu'il avait probablement mémorisé vaguement, mais cette tête de faux cul. Je m'excuse, Diane. Il donnait l'impression vraiment de ne pas croire, mais au quart de poil du dixième, du centième de ce qu'il racontait. Enfin, c'est incroyable. Ceux qui m'entendent aujourd'hui, qu'ils aient la curiosité d'aller justement regarder les vœux de Sarkozy c'était le Nouvelle Année ou Noël, je ne me rappelle plus, ou les deux. C'était pour Noël, il me semble. Pour Noël. C'est démonstratif de la capacité de mensonge du personnage. C'est criard, ça éclate sur sa figure. Et alors un visage de plus en plus tourmenté, et je comprends qu'il puisse être tourmenté parce que de plus en plus de Français commencent à comprendre que c'est un ignoble personnage. Et je suis très content d'avoir écrit ma petite plaquette Sarkozy, la mort programmée de la France, qui a été, bien que toute petite plaquette, une diffusion mais faramineuse. Et ça a dû laisser des traces. Donc pour revenir sur la déchéance de nationalité, dans votre livre sur le nationalisme français, vous faites la différence entre droit du sang et droit du sol. Oui. Pouvez-vous nous expliquer leur importance dans le contexte actuel? Eh bien justement, ça, alors là, ça touche carrément le contexte actuel. C'est que le contexte actuel est dû à ce que, encore une fois, grâce au Grand Orient, c'était en 1987, je crois, le Grand Orient a imposé, sans consultation populaire, bien entendu, que le droit du sang qui régissait la nationalité française jusqu'alors, il y avait eu des rebondissements à travers l'histoire, au moment de la Révolution, c'était devenu le droit du sol, puis sous Napoléon encore, et conforté au moment de la Restauration aussi, on était revenu au droit du sang. Donc en 1987, le Grand Orient impose le droit du sol en remplacement du droit du sang. Donc, tous les Français naturalisés issus de l'immigration sont le résultat du droit du sol. Ils deviennent Français parce qu'ils sont nés par hasard sur le territoire français. Sans rien demander.
Il n'y a même pas de procédure de demande, etc., avec constitution de dossier pour savoir si vraiment on peut l'intégrer dans la communauté nationale. Non? Pas automatiquement. Donc, alors, ce que je veux dire justement, c'est que, en tant que nationaliste, on n'est pas hostile à la naturalisation. Simplement, elle doit être faite en fonction des mérites du candidat. Il doit le mériter. L'acquisition de la nationalité française doit être pour lui un honneur. Et on n'accorde pas ça comme ça. Donc voilà. Donc ce qu'il faut, et ça ce serait évidemment l'une des toutes premières choses à faire, c'est supprimer le droit du sol, rétrospectivement, et pour revenir au droit du sol. Alors là, on repartirait à zéro. Ceux qui voudraient réellement être français auraient à constituer un dossier, on examinerait leur cas, et ceux qui, par exemple, ont une situation criminogène ayant été repérés par les services de police, comme on nous dit régulièrement, assez curieux, ils étaient déjà connus des services de police. Eh bien, ces gens-là, c'est d'abord, on ne discute pas. Oui, Alain Juppé est donné favori aux primaires du Parti Les Républicains devançant Sarkozy. Faut-il y voir une bonne nouvelle? On pourrait dire que c'est une bonne nouvelle, dans la mesure où Sarkozy est vraiment une caricature ignoble, mais il ne faut pas se faire d'illusions. Avec Juppé, ça va être exactement la même chose, et sur le plan de l'immigration, et par rapport au monde juif. Il n'y aura pas de différence par rapport à l'Europe, il n'y aura pas de différence par rapport à la démarche mondialiste, il n'y aura pas de différence, simplement Monsieur Alain Juppé présente mieux, fait plus rassurant pour les bourgeois, et ce sera encore pire. Et ce sera encore pire. Et d'ailleurs, on parle surtout de, enfin les médias parlent surtout de Sarkozy et de Juppé pour les primaires, les Républicains, mais très peu de François Fillon. Pourquoi d'après vous? Ben justement, c'est une chose qui m'a intrigué déjà depuis plusieurs mois, sinon un an et demi, au moins. C'est la détestation apparente que les médias ont de François Fillon. Quand il parle de candidature pour la primaire des Républicains ou pour la présidence, enfin pour les présidentielles, vous sortent toujours les mêmes. Sarkozy, Juppé, éventuellement le maire. Fillon, c'est comme s'il n'existait pas. Or, j'ai un petit peu creusé la question, il a écrit un livre il y a maintenant plusieurs mois, j'ai lu certains extraits, il y a des choses pas mal sur l'immigration, des choses pas mal sur l'économie, il y a des choses pas mal du tout. Et bon, il est issu du Sérail. Mais alors, curieusement, il est issu du Sérail, mais visiblement, le Sérail ne tient pas du tout à la voie. Et comme disait mon père, à une certaine époque, quand il ne sentait pas une situation, il se disait, tiens, pourquoi est-ce qu'un tel et un tel réagit comme ça, notamment en ce qui concerne nos ennemis. Et il me faisait cette réflexion, il me dit, si nous ne savons pas, eux savent pourquoi. Donc, si on voit que les médias sont hostiles à Fillon, c'est qu'il y a quelque chose chez lui qui déplaise fondamentalement aux médias, et à ceux, bien entendu, qui sont derrière les médias. Quand vous dites qu'il est du Sérail, il est maçon ou Non, bah, il fait partie de la droite parlementaire. Non, il n'est pas maçon. Que vous inspire la proposition du député Les Républicains Éric Ciotti d'inscrire les valeurs chrétiennes de la France dans la Constitution? Ah, le petit malin. Ah, le petit malin. Alors, je dirais en soi, c'est une bonne chose. Mais pourquoi l'a-t-il fait? Je retourne la question, pourquoi l'a-t-il fait? Pour l'appui des catholiques. Oui, non. C'est qu'il compte, par cette présentation, faire obstacle à Marion Maréchal auprès des catholiques. Donc il se présente comme une alternative rassurante de la droite libérale pour l'électorat du Front National qui a largement voté tout de même pour Marion Maréchal. Donc vous voyez, ce sont des simagrées.
Que pensez-vous de cette curieuse histoire? Ah oui, la journaliste de BFM TV, on a fait. Émeric Chauprade qui veut créer son parti Les Français libres. Alors, premièrement, les Français libres, ça me rappelle la France libre de De Gaulle, qui n'est pas une référence qui m'attire particulièrement, d'autant qu'elle n'était pas libre, cette France, puisqu'on voit ce qui en a découlé aujourd'hui. La maçonnerie, de Rému et compagnie. Et toute la faune, cette racaille qui nous gouverne. Donc voilà. Alors, des références comme ça. Et alors, en plus de cela, il a un curieux discours. Il parle des Lumières, que son action se ferait à la lumière des Lumières. Et je crois que vous n'étiez pas encore dans nos cercles, tous les deux, ou en tout cas abonnés à la politique, mais j'avais sorti, il doit y avoir 1 an et demi à peu près, un document qui m'avait été envoyé de façon anonyme, et je dois dire que j'avais hésité longtemps, plusieurs mois avant de le publier, parce que je me demandais s'il était véridique ou pas. Et j'ai fini par le publier parce que j'ai appris, j'ai appris quels étaient certains liens amicaux, en tout cas intellectuels, de Chauprade, avec notamment un maçon, qui est celui qui l'a fait rentrer en maçonnerie. Donc j'ai le document qui prouve la demande d'inscription de Chauprade à la Grande Loge de France. Donc avec cette histoire-là, bien entendu dans le prochain numéro de la politique, je vais ressortir le document et j'espère que Marine Le Pen et Marion Maréchal Le Pen ont connaissance de cet élément-là, parce que ça explique beaucoup de choses. N'oublions pas aussi qu'il fait partie de cette frange de droite dite nationale, pro-sioniste et anti-islamique. Mais anti-islamique, bon, je veux bien, mais quel islam? On revient à l'histoire de sunnites, chiites. Et là, ces gens-là ne font jamais la différence. C'est l'islam en bloc. C'est ça qui est douteux. Donc Chauprade est un élément nocif. Ça, retenez-le bien. La décision du Conseil constitutionnel sur la QPC relative à la loi Guesso est-elle surprenante? C'était couru d'avance. Vous pensez bien que ceux qui tiennent l'information et la politique n'allaient pas se priver de cet outil pour faire taire ceux qui creusent un petit peu l'histoire. Vous savez très bien ce que je dis de l'histoire de la Shoah. Moi, je ne crois ni l'un ni l'autre. J'attends comme une fasse la démonstration de ce qui s'est passé réellement. Reconstitution du crime, point à la ligne. J'en sors pas. Donc ensuite, pour terminer sur les questions concernant la France, on a de grosses entreprises, notamment Alstom et Arriva, qui semblent être en difficulté, dont Alstom qui a déjà été racheté par General Electric. Comment interprétez-vous, comment analysez-vous cette situation? Eh bien, c'est toujours la même chose, c'est que nos gouvernants, et il n'y a pas que les socialistes d'ailleurs, ça date de loin déjà, d'abord vendent les grandes entreprises françaises à l'étranger, notamment aux Américains, ou aux Chinois, ou au Qatar, etc., etc. Alors, en ce qui concerne Alstom, vendu à General Electric, qui est une entreprise américaine, avec la promesse qu'il n'y aurait pas de mise à pied de suppression d'emploi. Et bien entendu, maintenant, on a appris tout dernièrement qu'il y aura dans les 1500 emplois perdus en Europe. Je n'ai pas réussi à savoir combien en France, ce qui est déjà douteux si on ne nous dit pas quel est le chiffre exact pour la France. C'était dans le Figaro d'hier, je crois, ou d'avant-hier, que j'ai vu ça. Donc voilà, donc tout de même une entreprise très importante sur le plan industriel, et notamment la branche énergie qui a été vendue, qui n'est plus entre nos mains. Donc quand on veut construire des machines pour nos besoins nationaux, il faudra demander la permission aux Américains.
Alors Areva, c'est un problème un peu différent. C'est le résultat d'une gestion catastrophique d'une certaine Anne Lauvergeon, qui était la présidente d'Areva. Jusqu'à il y a peu de temps, elle a fini tout de même par être débarquée. Et très mauvaise gestion, donc, qui met en danger l'existence même d'Areva, qui est tout de même la grande firme française sur le plan énergie atomique. Et alors, ce qui est intéressant à l'occasion de votre question, c'est de se pencher un peu sur le personnage d'Anne Lauvergeon. Je me rappellerai toujours, on en avait parlé dans la politique, mais ça remonte à 2 ans à peu près. Elle avait fait une déclaration, mais alors invraisemblable, de haine contre les hommes. Les hommes, ça sert à rien. Ah bon? Les femmes sont bien supérieures, etc. On voit effectivement qu'elle, en tant que femme, était très supérieure du point de vue gestion. On a vu le résultat. Alors, cette charmante personne est aussi une fanatique du mariage pour tous, le mariage homosexuel, qu'est-ce qu'il y a encore à son sujet? Enfin, elle a toutes les qualités du point de vue de la maçonnerie. Mondialiste. Voilà. Donc c'est le dépeçage de la France qui... C'est le dépeçage de la France, c'est exactement le terme. D'ailleurs, il y a EDF, il me semble, qui va supprimer 4000 postes. Ça se met. Mais alors là, la question que je me pose, à force de créer des chômeurs et des chômeurs et des chômeurs, ça crée des gens, de moins en moins de gens qui travaillent encore pour payer ces chômeurs. Quand il n'y aura plus assez de gens pour payer ces chômeurs, le chômage en général, que va-t-il se passer? Question à 1000 francs, comme on disait autrefois. Donc on va passer maintenant à l'actualité à l'étranger. Oui, question à l'international. Alors pour commencer, donc, quelle est votre opinion sur Donald Trump, pour l'instant en tête des sondages pour la primaire républicaine? Bon, la première impression que j'ai de lui, c'est que c'est un provocateur. Alors, vouloir interdire l'entrée aux musulmans en Amérique, oui, pourquoi pas. Mais là encore, je dis, attention, il faut tout de même faire la part. De quel type d'islam on parle, deuxièmement. Et s'il veut préserver la race américaine, si on peut parler de race américaine, pourquoi ne se préoccupe-t-il pas aussi de l'entrée d'autres ethnies? J'ai rien contre les Espagnols et les Hispaniques en général, mais enfin, tout de même, l'invasion islamique par le Mexique et autres, c'est considérable. Donc l'aspect anglo-saxon des États-Unis va disparaître à terme si ça continue comme ça. Oh, je vous dirais que c'est pas ça qui va me déranger. Mais donc il n'est pas cohérent ce Donald Trump. Et je vous dis, pour moi c'est un provocateur. De toute façon, dites-vous bien qu'il n'y a aucun candidat sérieux américain qui pourra arriver s'il n'est pas tenu. Tous. Et le seul qui éventuellement, par certains côtés, n'était pas suffisamment tenu, vous savez ce qui lui est arrivé? C'était Kennedy. Lors du Nouvel An de Cologne, des femmes ont subi massivement des agressions sexuelles par une horde de migrants. Le ministre allemand de la Justice, Heiko Maas, déclare que cela a été coordonné ou préparé. Qu'en pensez-vous? Alors, j'ai été surpris par cette déclaration. Dire que c'était un complot, je suis tout de même relativement connu pour évoquer un certain complot, mais enfin, de là à en voir partout, enfin, peut-être que par les réseaux sociaux, avec leurs petits portables, ils se sont dit, tiens, on va faire un coup, n'oubliez pas, tout de même, ce sont des jeunes gens qui devraient être en manque. Angela Merkel n'a pas pensé à ça. Elle aurait dû offrir des séances spéciales dans les bordels d'Allemagne, de Cologne et d'ailleurs. Non, tout ça, c'est pas sérieux. Mais, comme disait la sagesse populaire autrefois, le diable porte pierre. Cette immigration supplémentaire, parce qu'avec les migrants dont on nous parle qui viennent du Moyen-Orient, on est en train de me faire oublier l'immigration qui continue à rentrer depuis le coup d'accélérateur de Sarkozy, continué par Hollande. Cette immigration, elle continue toujours, mais on n'en parle plus aujourd'hui. Mais on nous parle des migrants du Moyen-Orient.
Bon, alors qu'est-ce qui se passe? Ben, il se passe que les Allemands, et avant eux d'ailleurs, les Hongrois, les Slovènes, le Danemark, la Suède, ont commencé à se dire « Ah, mais oh, il y a un problème là ». Ils ont commencé, notamment, je crois que c'est la Hongrie la première, les Polonais maintenant, qui disent « Bon, maintenant, terminé, on ferme ». Ah, mais Schengen, 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 l'esprit de Schengen, etc. Et l'Allemagne est en train de suivre le même chemin, justement. Et Angela Merkel dit, mais on va accueillir 1 million, 2 millions de migrants, etc. Pas de problème. Pourquoi? Parce que c'est la femme du patronat. Et cette main-d'œuvre bon marché qui arrive, ça fait leurs affaires. Comme du temps de Chirac-Giscard d'Estaing, dans les années 70, quand ils ont fait le regroupement familial pour faire venir davantage d'immigrés. Exactement la même chose. Le rôle du patronat est un rôle détestable, et on l'a vu encore dernièrement avec les élections régionales, comment le patronat s'est mis garde à vous devant Valls en tapant sur le programme économique du Front National. On est trahi par le patronat, qui est d'ailleurs en général mondialiste, ne serait-ce que, je rappellerai le rôle de cette détestable représentante qui était, comment elle s'appelait, avant Gattaz, comment elle s'appelait la patronne des patronnes. Bref, peu importe. Tout à fait mondialiste, d'ailleurs, elle le disait carrément. Selon vous, à qui profite la baisse du pétrole? Très bonne question. C'est une question que on est en droit de se poser, effectivement. Alors, je répondrai à personne. À personne. Mais je signalerai que c'est l'Arabie Saoudite qui a lancé le mouvement. Alors, pourquoi? Je pense qu'il ne... Bon, alors, pourquoi l'Arabie Saoudite a-t-elle voulu, et probablement derrière l'Arabie Saoudite, les États-Unis ont-ils voulu faire baisser le prix du pétrole? Parce que la Russie et l'Iran vivent et se développent grâce au pétrole. Or, la différence entre le pétrole iranien, russe et le pétrole d'Arabie Saoudite, c'est que le pétrole d'Arabie Saoudite, au point de vue coût de revient, est bien moins cher parce que plus facile à extraire. Donc, ils ont pensé que ça durerait pas longtemps, que ça paralyserait la Russie et l'Iran, mais le problème, c'est que ça ne les a pas paralysés. Et on connaît la suite avec l'intervention russe en Syrie, etc., etc. Donc, ils se trouvent avec cette politique qu'ils ont lancée, de pétrole bas, avec un taux de plus en plus bas, c'est absolument invraisemblable, tant mieux pour les consommateurs donc, que nous sommes, mais ils ont un outil qui se retourne contre eux, et notamment contre les États-Unis, puisque les États-Unis avaient cru devenir indépendants par l'extraction de gaz de schiste. Or, le coût du pétrole issu du gaz de schiste est exorbitant. Donc, l'Arabie Saoudite, au point de vue finance, est en train d'être catastrophique, et les États-Unis n'ont pas fini de payer la dette. Donc, c'est amusant, là encore une fois, le diable porte pierre. Alors vous affirmiez dans un précédent entretien qu'al-Baghdadi, le chef de l'État islamique, était en fait un agent du Mossad. Ces récentes menaces envers Israël et son appel au soulèvement de l'Arabie Saoudite remettent-ils en cause cette version? Non. Non. Alors, premièrement, c'est pas moi qui l'avais affirmé, j'en avais fait que citer Edward Snowden, qui est un ancien du renseignement américain, qui avait sorti ça. Ça n'a jamais été démenti, à ma connaissance. Et alors, on peut faire évidemment des grandes déclarations contre la Turquie, contre ceci, contre cela. Mais tout ce que je sais, c'est que Israël accueille les combattants blessés du Daesh et les soigne en Israël. Alors, il y a un petit problème. Je voudrais rappeler aussi que lors des combats, parce que c'était des combats de la place Maïdan en Ukraine, déjà Israël accueillait les combattants qui, pour une plupart, venaient du Mossad. Donc cette révolution ukrainienne a été une révolution juive. Donc quand le Daesh prétend menacer Israël, pour moi c'est de la frime. C'est pour dédonner Israël tout simplement. Voilà.
mardi dernier, l'attentat d'Istanbul a tué 10 touristes allemands. Or, la Turquie semble être une base importante pour l'État islamique. Quelle est la position d'Erdogan et la Turquie soutient-elle l'État islamique? Incontestablement. Incontestablement. Et ça, les Russes ont apporté toutes les preuves photographiques de ces colonnes de camions qui transportaient le pétrole volé par l'État islamique et en Irak et en Syrie, par les territoires qui s'occupent, vers la Turquie, revendu à Israël, et ensuite, bon, ça sert à Israël d'une part, et puis c'est revendu à certains pays européens à des prix défiant toute concurrence. Donc là encore, on est en plein mensonge. Quelle est la position d'Erdogan par rapport à ça? La position d'Erdogan, Erdogan est un menteur. Erdogan est un menteur. Alors pourquoi y a-t-il eu cet attentat contre les Américains, contre les Allemands? Là aussi, quel est le responsable de l'attentat? Rappelez-vous l'avant-dernier scrutin en Turquie où on disait qu'Erdogan était perdu, qu'il allait perdre les élections. Il y a eu un attentat aussi très sanglant. Et curieusement, il a gagné les élections contre toute attente. Là encore, à qui profitent ces attentats? Comme en France, comme aux États-Unis, rappelez-vous le 11 septembre, élément fondateur de ce genre de stratégie. Voilà, donc, alors, les Allemands, évidemment, on a attaqué nos nationaux. Ah, mais Erdogan, oui, c'est un pote à nous. D'ailleurs, Angela Merkel est allée il n'y a pas longtemps voir Erdogan, faire ami-ami. Tout ça, c'est du tordu, de tordu, de tordu. Donc sinon, un peu de culture. David Bowie est mort. Est-ce que son nom vous évoque quelque chose? Oui. C'est de la culture. Oui. Moi, je ne peux pas dire que j'ai été un amateur de David Bowie, mais enfin, incidemment, j'en ai entendu des trucs. Vous étiez amateuse? Non, pas du tout. Amateuse, j'ai fait un néologisme là. Non, je n'aime pas, c'est un de ces nombreux chanteurs qui, par leur façon d'être, de ce qu'il y avait comme contenu dans leurs chansons, ont participé à la dépravation de la jeunesse. C'est une musique décadente, une voix, je ne sais pas s'il était... on n'a jamais su exactement ce qu'il était sexuellement. C'est un personnage bien curieux, on dit qu'il était androgyne, ambivalent, c'est... Non, c'est la décadence. Jacques Brel l'avait traité... Comment? Jacques Brel l'avait traité de PD. Il n'avait pas voulu le rencontrer. Ah ben ça, je viendrai, mais vous savez que Jacques Brel est un de mes grands chanteurs, comme Brassens d'ailleurs. Un petit peu la même chose comme personnage. Ce sont des gens qui n'ont pas eu de formation politique, philosophique, etc., mais qui ont réagi avec leur tripes. En plus de ça, ils avaient du talent. Et une des chansons, les chansons que l'on aime par la beauté de la construction mélodique, mais des chansons que l'on aime aussi par leur message. La chanson de Brel sur les bourgeois, comparée aux cochons, j'avoue que ça me fait toujours plaisir. Et avez-vous un commentaire à faire sur le phénomène Star Wars? Le phénomène Star Wars. Bon, alors là, vous m'y verrez pas. Hein. D'abord, premièrement, je n'aime pas les trucs futuristes, soi-disant tels. J'ai eu quelques échos de correspondants. Pardon? Ils en ont parlé dans Rivarol. Oui, mais indépendamment de Rivol, je ne me rappelle plus le truc de Rivol, je ne l'ai pas lu, je crois. Oui, vous l'avez lu? C'était pas élogieux, non. Oui. Je l'ai lu. Mais j'ai eu des correspondants, notamment un qui m'a signalé qu'il y avait l'apologie d'un parricide dans le film. Ah, peut-être. Je sais pas. Mais je ne vais pas me précipiter pour aller voir pour confirmer l'information. Je vous dis, plus de ça, super production américaine, d'Hollywood, tenue par qui on sait, ça suffit. Ça vous suffit. Dans plusieurs États des États-Unis, on note une tendance à l'émancipation vis-à-vis de Washington. Qu'en pensez-vous?
Oui, bien, c'est une chose que j'ai signalée dernièrement dans la politique, justement, ça se passe notamment au Texas, mais il n'y a pas qu'au Texas, c'est que visiblement, les populations américaines commencent à ne plus supporter la tutelle politique de Washington dans tous les domaines, économiques, immigrationnistes et compagnie. Et l'histoire des armes. Ça joue, c'est très curieux, ça joue un rôle très très important aux États-Unis. Ils ont une tradition de port d'armes. Alors on nous sort toujours les drames qu'il y a exactement, régulièrement plutôt, aux États-Unis avec des gens qui se mettent à tirer dans la foule ou dans des écoles, etc. Bon. Je ferai observer qu'en France aussi, il n'y a pas cette même culture des armes, mais n'empêche qu'il y a des massacres aussi. Donc c'est pas ça qui change grand-chose. Donc les Américains, depuis la conquête de l'Ouest, ont cette culture d'avoir des armes. C'est inscrit dans leur constitution. C'est inscrit dans la Constitution. Et je dirais que c'est une certaine ressemblance avec les Suisses. Les Suisses aussi, tout Suisse a une arme chez lui parce qu'il est toujours, mobilisé, si on peut dire, il est en réserve, et ils ont leurs armes chez eux. Donc, là aussi, mais incontestablement, il se passe des choses aux États-Unis. C'est une construction qui, à mon avis, va s'écrouler en petits morceaux. Et alors, en plus de ça, avec la tactique de dédollarisation mise en place par Vladimir Poutine avec les différents pays du BRICS, c'est-à-dire le Brésil, les Indes, la Chine, l'Afrique du Sud, l'Iran, bien qu'il ne fasse pas partie et puis d'autres pays encore, des pays d'Amérique latine qui adhèrent aussi, donc les échanges ne se font plus en pétrodollars, mais se font soit en yuan, soit en roubles. À mon avis, je pense que ça va déboucher un jour sur des monnaies basées sur l'étalon or. On va revenir à l'étalon or. Alors là, c'est la fin du dollar. Et si c'est la fin du dollar, je ne donne pas cher des États-Unis. Et c'est ça. La fin du mondialisme. C'est ça. C'est la fin du mondialisme. C'est la fin du bras armé du mondialisme. Et à propos de l'Iran, quelles peuvent être les conséquences des tensions entre l'Iran et l'Arabie Saoudite? Cette rupture diplomatique profite-t-elle à d'autres pays? Alors là, ça a été une provocation de l'Arabie saoudite. Ils ont exécuté un haut dignitaire chiite, alors que l'Arabie saoudite est sunnite, branche, je ne sais plus comment ils s'appellent. Wahhabite, exactement. Et donc, là encore, ils sont en pleine guerre de religion. Et le fait d'éliminer cet homme qui n'était pas du tout un criminel, qui n'avait pas provoqué d'attentat, mais qui s'opposait simplement politiquement à la monarchie saoudienne, montre bien que l'Arabie saoudite a voulu créer un problème. À qui profite le crime? À nous. Israël est une lumière pour les nations, affirme le ministre adjoint des Affaires étrangères d'Israël. Comment interpréter cette déclaration? Mais c'est la démonstration de ce que je ne cesse de dire, c'est le messianisme juif. C'est Israël qui doit dominer le monde, être son propre messie et le messie du monde. C'est pour ça que c'est la lumière. D'ailleurs, on a aussi des politiques français qui ont, notamment Yvan Rioufol et Julien Drey, qui appellent la France à s'inspirer d'Israël. Alors là, c'est dans un autre domaine, c'est-à-dire massacrer les musulmans. Ah oui. C'est ça que ça veut dire. Et alors, toujours la même chose. Moi, qu'on condamne à mort un certain nombre de responsables d'actes inqualifiables, je suis tout à fait pour. Mais je me refuse absolument, à tout point de vue politiquement, religieusement, etc., à ce qu'on massacre tous ceux qui ont une couleur de peau qui les fait ressembler à des musulmans. C'est inadmissible, ça. Il faut toujours viser des coupables, pas le premier venu qui 99,9% est un innocent. C'est ça qu'il y a de dramatique, c'est on veut vraiment créer l'affrontement des blocs. Et rappelez-vous cette anecdote que j'ai citée à plusieurs reprises, notamment dans des conférences, l'histoire de la bagarre des deux grands coqs.
avec le petit coq qui était dans le coin. Hein. Oui, Donc le petit coq attend que les deux grands coqs s'entretuent, donc le C'est choc l'histoire des des- civilisations, ce qu'on appelle des deux religions, si on peut dire. C'est même pas des religions, non. Ce serait l'islam contre le christianisme. L'islam contre l'Occident, disons. Et quand ils sont bien massacrés, hein, moi je suis là, c'est moi qui ai gagné. Israël. Voilà ce que veut dire le truc de Roussiol et de Julien Drey, qui est juif. Oui. Signalé. Oui, sioniste. Tout à fait. Roussiol, je ne sais pas, mais en tout cas, lui, il est. Comment expliquer l'apparente passivité des États-Unis en Syrie face à l'offensive russo-syrienne contre Daesh et ses alliés dits modérés? Alors, effectivement, c'est curieux. C'est curieux, je crois qu'il y a une seule explication à cela, c'est la supériorité technologique de l'armée russe. Au point de vue informatique, au point de vue aviation, au point de vue balistique. Et je voudrais rappeler une chose, parce que votre question est vraiment intéressante. Je voudrais rappeler, il doit y avoir quoi, 2 ans, peut-être pas tout à fait 2 ans, on nous avait annoncé que la guerre contre la Syrie était imminente, c'était le lendemain ou quasiment. Et il s'était passé quelque chose de très curieux qu'on en avait signalé dans notre lettre d'information à la politique. Il y avait eu l'avant-avant-veille des exercices conjoints entre la marine américaine et la marine israélienne. Et il y avait eu 2 missiles balistiques qui avaient été lancés par les Américains. Et les 2 ont été détournés dans les airs. Un est tombé en territoire, je ne sais pas, neutre, je ne sais plus où exactement il est tombé. L'autre est tombé en Méditerranée. Et curieusement, le lendemain, on ne parlait plus de la guerre contre la Syrie. Alors qu'est-ce que ça a été ça? Quelle peut être l'explication? La seule explication, c'est que les contre-mesures russes ont détraqué le système de guidage des missiles. Les Américains ont compris que s'ils s'embarquaient dans ce truc-là, il se passerait quelque chose. Mais les Américains connaissaient cette technologie-là de... Non, ils ne la connaissent pas. Donc, ils ont S'ils la connaissaient, ils auraient crevé la parade depuis lors. Hein. Alors, depuis lors, qu'est-ce qui s'est passé? L'intervention russe, avec le succès que l'on sait en Syrie, et l'armée de Bachar el-Assad qui reconquiert toutes les places qu'il avait perdues, du fait de l'appui aérien américain, israélien et turc envers les opposants modérés, et puis l'Udash aussi. Donc là, les Américains, ils voudraient bien bouger, mais, Ils sont largués. Mais- c'est pas tout d'avoir la bombe atomique, apparemment, même au point de vue marine. En plus de ça, les Chinois qui commencent à s'en mêler aussi allègrement. Ils voudraient bien la guerre des mondes, oui, mais qui l'emporterait? Que pensez-vous de la position de la Corée du Nord et de son accession à la bombe H? J'avoue, je ne sais pas très bien comment y répondre. C'est un curieux personnage. Enfin, ces Coréens du Nord sont de curieux personnages. Est-ce en accord avec les Chinois ou pas? On nous dit que non, que c'est contre les Chinois, je n'y crois pas. Tout ce que je sais, c'est que c'est tout de même tourné contre les Américains. Qui poussent des cris d'orfraie. Alors en plus de ça, était-ce bien une bombe H? Certains disent que non. Moi je ne suis pas savant atomique. Je n'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que tout de même, autour des Américains, il y a de plus en plus de gens qui ne les aiment pas. Alors que le Kim Jong, je sais pas quoi, soit quelque peu exalté, farfelu, c'est possible, Docteur Folamour, je sais pas quoi, mais en tout cas ça veut dire que c'est pas un ami des Américains. Bon, je ne peux pas vous répondre autrement, je n'ai pas d'autre réponse à ça. Bon, dernière question pour terminer. Henri Delesquin, qui souhaite faire campagne pour 2017, défend le national-libéralisme. Ces 2 termes ne sont-ils pas contradictoires?
Et enfin, a-t-il répondu à votre proposition de débat? Ah oui, bon, d'accord. Bon, alors, oui, alors, j'ai eu bon, vous connaissez un petit peu le contentieux que j'ai avec ce monsieur Henri de Lesquen du Plessis-Cassot, comme il s'appelle, depuis plusieurs années, puisque ça remonte, ça doit remonter à 2002 à peu près. J'avais un jour découvert dans une lettre du Club de l'Horloge, numéro 40, si mes souvenirs sont exacts, un article de lui, et dans cet article, il y avait cette phrase: la Déclaration des droits de l'homme de 1789 est l'acte de baptême de la nation française. Quand j'avais vu ça, je m'étais dit, mais qu'est-ce qu'il raconte? Et les rois de France, ils n'ont rien fait, non? Quand Baudin, à l'époque, c'était quoi, 15e, 16e siècle, il parlait de la nation française. Quand Louis XIV disait l'État, c'est moi, c'était pas la nation française déjà. Donc voilà, et j'avais dit, je ne me rappelle plus exactement ce que j'avais commenté, mais en tout cas c'était sur le thème, et je regrette beaucoup, mais c'était une déclaration maçonnique. Et j'avais été rejoint en cela par Arnaud de Lassus, qui avait publié quelque temps après d'ailleurs une plaquette qui s'appelle Note sur le Club de l'Horloge, exactement. Et entre autres choses, entre autres citations justement des textes de Lesquen, il faisait cette conclusion qui était une question en même temps. Je crois que c'était à peu près ceci: le Club de l'Horloge ne serait-elle pas une structure maçonnique pour gens de droite? Alors il est évident que le fait que j'ai soulevé cette déclaration de Lesquen dans cette lettre du Club de l'Horloge qui l'anime, doublement signée de sa signature à la fin de son article et de sa photo en première page, la page où se trouve la fameuse déclaration. Et depuis lors, il me voue une haine inextinguible apparemment, au point de s'être servi d'un de mes textes, en extrayant 3 des noms qui étaient concernés, pour faire croire que c'était lui qui était concerné, et il a gagné en justice. Je vous laisse tirer les conclusions de tout ça. Et c'est revenu brusquement, dernièrement, sur le tapis, à la suite de mon entretien dans Rivarol, où j'avais fait, parce que je ne lâche jamais quelqu'un quand je commence à l'accrocher, et j'avais relancé resignalé cette déclaration de Lesquen dans la lettre du Club de l'Horloge, et immédiatement après, sur les réseaux sociaux, M. Henri de Lesquen du Plessis-Cassot s'est répandu en insultes à mon égard. Alors, il y avait tout. Sa mère est musulmane parce qu'égyptienne, c'est pour ça que Ploncard est un membre d'une association islamique. Ploncard d'Assac, il n'est pas d'Assac, il est de sac et de corde. Enfin, je vous cite, non, mais un vrai ça voulait vraiment aura des pâquerettes, pauvres pâquerettes. Oui. Donc, et puis alors, évidemment, perturbé, traumatisé par la énième citation que j'avais faite de sa fameuse phrase sur la naissance de la nation française, il disait « Mais c'est un faux, j'ai jamais écrit ça ». Et sur les réseaux sociaux, c'était sur Facebook, vous pouvez y aller d'ailleurs, vous allez bien vous amuser, je lui disais « Ah bon, c'est un faux, je n'avais jamais écrit ça, bon, je vous rappellerai tout de même qu'il y avait votre photo dans la page de votre phrase, mais puisque vous dites que ce n'est pas vous qui l'avez écrit, je vous propose un débat avec production du document. » Et depuis lors, silence. Monsieur Lesquen a disparu, doit être très occupé maintenant, je ne sais pas pourquoi. Ah oui, le présidentiel de 2017. Pas de réponse, même plus d'invectives contre moi, enfin, à ma connaissance, mais jusqu'à présent non, d'autant que j'ai des correspondants de Facebook qui me préviennent, etc. Je suis très bien informé. J'en profite justement pour les remercier. Donc voilà l'individu qui est capable d'abord de truquer un de mes textes, deuxièmement de nier la paternité d'un de ses textes, d'insulter comme c'est pas croyable, M. Henri de Lesquen. Donc aristocratie française.
J'avais commenté d'ailleurs dans une de mes réponses sur Facebook, pauvre aristocratie française. Voilà, je crois que j'ai répondu à votre question, non? Oui. Comme Voilà. au 18e, on peut faire un parallèle avec la fin du 18e, où il y avait l'aristocratie française. Ah ben bien entendu, mais il fait partie justement... non mais ça me fait penser à une chose. Et je crois que ça a dû être en 2001 à peu près. Je m'entendais encore relativement bien avec Serge de Beketch qui m'invitait. D'abord j'écrivais dans les colonnes de son journal le Libre Journal, oui, le Libre Journal, et il m'invitait quasiment une fois par mois à Radio Courtoisie, puisqu'il était le patron d'une des émissions. Et puis un jour, c'était pour une des fêtes de la Courtoisie qu'à Médisay. Il y avait différents intervenants, il y avait des stands avec des livres, j'avais été invité. Et Beketch, curieux personnage d'ailleurs, très contradictoire, et quelque peu naïf aussi, qui me dit, tiens, Philippe, parce qu'on s'entendait bien à l'époque, je vais vous présenter Henri de Lesquen. Et Henri de Lesquen, je savais déjà qui c'était. Il me présente Henri de Lesquen, je regarde Lesquen bien en face, il me tend la main, je ne prends pas sa main, et je lui dis, monsieur, vous êtes un révolutionnaire. C'est là que tout a commencé. Ah, mais vous l'avez vexé. Vous croyez? Vous croyez? Non, vous voyez, je ne fais pas semblant. Quand j'estime que quelqu'un est dangereux et manque d'honneur, je ne m'abaisse pas à lui serrer la pince. Très bien. Eh bien, merci Monsieur Poncard-Lassac. Nous avons terminé. Ben, merci à vous deux.